Il y a des choses pour lesquelles les gens sont prêts à tout sacrifier. Leurs doigts, leur vie, leur famille. La chance de passer là où personne n'est passé, ce n'est pas qu'une simple excitation sportive. C'est quelque chose de plus grand qui vous pousse à monter dans l'obscurité quand tout le monde vous crie de faire demi-tour. En 1963, deux alpinistes pensaient connaître la réponse à la question « Pourquoi ?». Mais c'est un autre que l'histoire a retenu. 1963. L'âge d'or de la conquête des sommets touchait à sa fin. La plupart des plus hauts pics de la planète avaient déjà été gravis. Il ne restait qu'un seul 8000 inviolés. 10 ans plus tôt, en 1953, une équipe britannique avait envoyé au sommet de l'Everest Sir Edmund Hillary et son compagnon Tenzing Norgay. Ils avaient atteint le point culminant de la Terre. Des légendes racontent qu'un an plus tôt, en 1952, l'Union soviétique aurait tenté une ascension par le versant nord, mais aurait échoué. Cependant, la véracité de ces récits est douteuse. Ce qui est certain, c'est qu'en 1956, une équipe suisse a conquis le sommet. La Chine a revendiqué son propre succès en 1960 par le nord, mais cette ascension n'a pas été officiellement reconnue et soulève de nombreuses questions. Et voilà qu'en 1963, les États-Unis atteignent enfin l'Everest. Cette ascension deviendra l'une des plus sophistiquées techniquement dans l'histoire de l'alpinisme, et c'est celle que nous allons analyser aujourd'hui. Mais il faut commencer par le commencement. L'année 1963 marque l'apogée de l'affrontement entre deux systèmes. La crise des missiles de Cuba venait de se terminer, laissant derrière elle le sentiment que le monde avait frôlé le précipice. La course à la Lune battait son plein, l'armement se multipliait et la rivalité s'étendait à absolument tous les domaines. Le sport, la science, la technologie. Les montagnes ne firent pas exception. 10 ans s'étaient écoulés depuis le triomphe d'Hillary et de Norgay sur le point culminant du monde. Pendant ce temps, seules quelques personnes avaient atteint le sommet. Les prétendants étaient nombreux, mais les chanceux se comptaient sur les doigts d'une main. L'Everest restait un symbole. Pour l'Amérique, l'ascension était devenue une question de prestige national, pas seulement un exploit sportif, mais une démonstration de force. En 1963, les Américains forment une expédition d'envergure, minutieusement préparée et équipée des dernières technologies. L'échec était exclu. L'objectif, atteindre le sommet de l'Everest. C'était une affaire d'État. À sa tête se trouvait Norman Deirenfert, 44 ans, un Suisse d'origine américaine, le plus grand alpiniste de son époque. Un homme à la réputation solide, capable de rassembler une équipe de rêve. Jusque-là, toutes les campagnes himalayennes ressemblaient à des opérations militaires. Une foule immense assiégeait la montagne pendant des mois, établissant une chaîne de camps et transportant des tonnes de matériel vers le haut. Les décisions étaient prises par un seul homme, le chef d'expédition. Sa parole faisait loi. La hiérarchie était aussi rigide que dans l'armée. Visuellement, l'expédition américaine ne se distinguait guère de ses prédécesseurs. Rien que les porteurs étaient au nombre de 900. Ils ont transporté 27 tonnes d'équipement dans les camps. Des chiffres impressionnants, même pour l'époque. Mais Deirenfurth s'est révélé être un chef perspicace et a accordé plus de liberté aux alpinistes. Les questions importantes se décidaient lors de réunions générales où chacun pouvait s'exprimer. Lorsque, le 23 mars 1963, l'alpiniste Jake Breitenbach périt sous l'effondrement d'un sérac dans la cascade de glace du Khumbu, Deirenfurth soumit au vote la question de l'arrêt de l'expédition. La mort d'un camarade est toujours un choc. La cascade de glace du Khumbu ne pardonne aucune erreur. Et un sérac de plusieurs tonnes avait écrasé Breitenbach en un instant. La majorité vota pour la poursuite de l'expédition. La décision fut difficile, mais compréhensible. Ils n'étaient pas venus ici pour faire demi-tour. L'atout majeur de Deirenfurth était ses grimpeurs d'exception. Il avait rassemblé l'élite de l'alpinisme américain, des hommes qui avaient prouvé leur force sur d'autres sommets. De plus, il avait élaboré un plan d'ascension détaillé, ou plutôt plusieurs plans pour différents scénarios. Un plan A, un plan B, des options de rechange. Sa stratégie consistait à lancer plusieurs cordées de 2 personnes. Tôt ou tard, quelqu'un devait atteindre l'objectif.
Au moins 2 équipes d'assaut étaient prêtes, chacune avec des tâches précises. Le programme minimum était le suivant. Le premier Américain devait poser le pied au sommet de l'Everest. Il fallait y parvenir à tout prix. Et en envoyant les cordées les unes après les autres, le succès était quasiment garanti. Le plan semblait raisonnable, une tactique de siège éprouvée. Le 1er mai 1963, James Whittaker, 32 ans, vendeur de matériel de randonnée, et son Sherpa Nawang Gombu, neveu de Tenzing Norgay âgé de 28 ans, atteignent le sommet de l'Everest. La météo était clémente, l'oxygène a suffi, tout s'est parfaitement déroulé. Dyrenfurt lui-même a fait demi-tour à quelques mètres du but. Son corps n'a pas tenu, l'altitude a eu raison de lui. Mais c'était un succès, la mission était accomplie. Un Américain se tenait sur le point culminant de la planète. Case cochée, le prestige national était restauré. Cependant, Dyrenfurt avait plusieurs équipes d'assaut. Et conquérir l'Everest par la voie classique était certes un exploit. Mais cela signifiait répéter l'itinéraire des Britanniques. Aucun record, aucune première, juste un drapeau de plus au sommet. Or, Dyrenfurt, comme nous l'avons dit, écoutait l'avis de son équipe et accordait une certaine liberté aux alpinistes. Et 2 d'entre eux, Tom Hornben et Willy Unsold, ont décidé de lui proposer un plan complètement nouveau. Ils voulaient gravir l'Everest par l'arête ouest. C'était une voie entièrement nouvelle, jamais parcourue, techniquement monstrueusement difficile. Des rochers, des couloirs, des sections où une seule chute signifiait une descente de plusieurs kilomètres. Même aujourd'hui, des décennies plus tard, seuls quelques grimpeurs l'ont emprunté. La mortalité y est énorme. Près de la moitié des tentatives se terminent en tragédie. C'était ambitieux et dangereux. La frontière entre le courage et la folie. L'ascension par l'arête ouest était menée par Tom Hornben, un anesthésiste de 32 ans de Saint-Louis, et Willy Unsold, un membre du corps de la paix de 36 ans basé à Katmandou. Tous 2 expérimentés, tous 2 avec du caractère. 3 ans plus tôt, ils avaient réalisé ensemble la première ascension du Masherbrum, un sommet abrupt et dangereux de 7659 mètres Pakistan. Seuls Unsold et George Bell avaient atteint le sommet. La voie était difficile, mais ils avaient réussi. Cela les avait rapprochés. Quand on passe des semaines en altitude, on apprend à mieux connaître quelqu'un qu'en des années de vie normale. Malgré tout le respect qu'ils avaient pour l'exploit de Whittaker, le premier Américain sur l'Everest, la voie par le col sud ne les impressionnait pas. Pour eux, elle était trop simple, sans prestige, un sentier battu. Ils voulaient un record, une première, passer là où personne avant eux n'était passé, laisser leur trace dans l'histoire, et non simplement répéter le chemin d'un autre. Selon eux, il n'existait qu'un seul défi digne de leurs efforts, l'arête ouest de l'Everest. Même aujourd'hui, 60 ans plus tard, cette voie est considérée comme l'une des plus difficiles de l'alpinisme mondial. Pas seulement difficile, extrême. L'alpiniste Barry Bishop a écrit à ce sujet « C'est, sans aucun doute, la plus importante ascension américaine dans l'Himalaya à ce jour. » Et cela s'est produit il y a 6 décennies. Depuis, peu de choses ont changé. À l'aide de photographies aériennes, ils ont esquissé une ébauche de l'itinéraire. Ils ont passé des heures à étudier les clichés, à envisager des options, à chercher des points faibles dans la paroi. Mais même sur le papier, tout semblait terrifiant, une succession de points d'interrogation. Depuis le camp de base, à travers la cascade de glace du Khumbu, la voie de l'arête ouest passe par les 2 premiers camps qui coïncident avec la voie classique du col sud. Ici, tout est familier. De là, il faut tourner à gauche, monter le long du versant ouest jusqu'à 7800 mètres, puis traverser vers le Tibet le long de la gigantesque face nord de l'Everest. L'exposition est effrayante. Le vent frappe depuis le nord, vous déséquilibre. La température chute à moins 40 degrés. Ensuite, les alpinistes grimpent une bande de neige abrupte, semblable à une piste de ski de la plus haute difficulté.
L'équipe de 1963 a baptisé cette section le couloir Hornbein. Un corridor étroit, flanqué de rochers, d'où tombe constamment de la neige et des pierres. Après cela, retour à l'arête elle-même, où une chaîne d'affleurements rocheux s'élève à 1216 mètres au-dessus du Cirque Ouest. Ce chemin mène au sommet, droit, sans détour, sans compromis. Quelques mots sur l'équipe qui s'est lancée dans une telle ascension. Hornbein donnait l'impression d'être à la fois un homme pédant et doté d'une confiance en soi incroyable. Médecin de formation, il abordait l'alpinisme comme une expérience scientifique. Il pouvait couper son oxygène à 8300 mètres pour écrire une lettre à sa famille et étudier l'effet de l'hypoxie sur sa propre écriture. Son sang-froid frisait la folie. Ce qui l'intéressait, c'étaient les limites de son corps, de son esprit. Unsold était une sorte de fanatique charismatique. Il avait nommé sa fille Nanda Devi, en l'honneur du deuxième plus haut sommet de l'Inde. Pour lui, les montagnes n'étaient pas un sport, mais un mode de vie, une philosophie. Il considérait le risque comme un élément indispensable à une ascension réussie et était une personnalité très singulière. Pas de vraie vie sans risque, tel était son credo. Grâce aux conversations du soir enregistrées dans le cadre d'une étude psychologique commandée par la marine américaine pour étudier les personnes en état de stress et d'isolement, on sait que Hornbein et Unsold ont présenté leur position à Dyrenfurt et aux 16 autres membres de l'expédition. L'atmosphère était tendue, certains soutenaient, d'autres se taisaient, d'autres encore s'y opposaient ouvertement. Au début, Dyrenfurt ne voulait rien entendre, il refusait catégoriquement. Unsold se souviendra plus tard. Il ne prenait pas l'arête ouest au sérieux. Il était obsédé par l'idée d'atteindre l'objectif déclaré de l'expédition. Ce n'est que lorsque toute l'équipe a soutenu avec détermination la tentative par l'arête ouest qu'il a commencé à changer d'avis. La pression du groupe a fonctionné. Mais le chef hésitait. Ses notes de journal montrent que Dyrenfurt pensait que Hornbein était prêt à compromettre le succès de toute la mission pour son idée. Égoïsme ou courage, la frontière est floue. Dans un rapport vidéo, Unsold a exprimé son mécontentement face aux décisions de Dyrenfurt. Les Sherpas ont été retirés du travail sur l'arête ouest et concentrés sur la voie du col. Des alpinistes supplémentaires y ont été affectés. À notre avis, cela montrait l'indécision de Norman. Il n'avait pas la volonté de mettre en œuvre le plan de l'arête ouest. De plus, les plans initiaux lui venaient facilement et il les modifiait avec une extrême désinvolture. Le ressentiment était palpable dans chaque mot. La situation ne s'est un peu calmée que le 1er mai 1963, lorsque le premier Américain a posé le pied au sommet. L'objectif de l'expédition était atteint. La tension est retombée. On pouvait désormais improviser, le but principal étant atteint, le reste n'était que du bonus. Dyrenfurt avait encore plusieurs équipes d'assaut qu'il prévoyait d'envoyer par la voie classique du col sud. Unsold et Hornbein furent laissés à eux-mêmes. Faites ce que vous voulez, mais à vos risques et périls. Il est peu probable que quiconque ait sérieusement cru en leur succès. S'ils réussissaient par l'arête ouest, tant mieux, bravo. Sinon, ce n'était pas grave non plus. L'objectif principal de l'expédition était déjà atteint, on pouvait souffler. Mais les alpinistes persistaient dans leur idée, obstinément, méthodiquement, sans écouter les doutes. Dans son journal, Dyrenfurt qualifie cela de « fanatisme insensé ». Peut-être était-ce le cas. Hornbein est entré en conflit avec le glaciologue Maynard Miller, lorsque celui-ci a déclaré « Maintenant que la montagne est conquise, nous devons concentrer nos efforts principaux sur la recherche scientifique. » Logique, les scientifiques n'étaient pas venus uniquement pour un drapeau au sommet. Les alpinistes n'étaient pas de cet avis. Pour eux, seule la nouvelle voie par l'arête ouest comptait. La science pouvait attendre. Lors de l'ascension de Whittaker et Gombu, 75 des 95 bouteilles d'oxygène allouées à l'équipe du col ont été utilisées. La ressource était entamée. Mais Dyrenfurt prévoyait toujours de lancer une deuxième équipe. Les ressources s'épuisaient et il se trouvait face à un choix. Envoyer plusieurs autres cordées par la voie classique, ce qui garantissait presque le succès,
ou faire confiance à Hornbein et Unsoeld et risquer cette première folle? Réaffecter les bouteilles? Diviser les forces? Chaque décision avait des conséquences. Pendant ce temps, Unsoeld, Hornbein, Corbet, Emerson, le radio de l'expédition Al Otten et 5 Sherpas transportaient du matériel sur le versant ouest pour équiper le camp 3 et établir le camp 4 à 7500 mètres. Chaque trajet était une épreuve. Des sacs à dos de 20 kilos, le manque d'air, les poumons en feu, chaque pas demandait un effort surhumain. Dans la nuit du 16 mai, un vent de tempête sur le versant ouest a failli enterrer leur projet. Hornbein et Unsoeld dormaient dans une tente au camp 4. Le sommeil était léger. À cette altitude, on ne se détend pas. Unsoeld se souvient: « Soudain, nous avons été réveillés par un cri d'Al Otten. Il a passé la tête par l'ouverture et criait que les tentes avaient été emportées par le vent. Sa voix était brisée, la panique dans son intonation. Il nous a fallu un moment pour comprendre ce qui se passait. Au début, on aurait dit un rêve. Une telle chose ne pouvait pas être réelle. Mais finalement, nous avons décidé de sortir pour vérifier. À la place des tentes 4 places, nous n'avons trouvé qu'un sillon dans la neige, descendant dans l'obscurité, comme si une charrue géante avait labouré la pente. Unsoeld, Hornbein et Otten ont suivi la trace en descendant la pente, sur 45 mètres en direction du Tibet. La neige crissait sous leurs bottes, le vent leur arrachait le souffle. Leurs lampes frontales peinaient à percer l'obscurité. Là, ils ont découvert les tentes renversées. La toile était déchirée, les arceaux tordus. À l'intérieur se trouvaient encore Corbet et le Sherpa Tashi, vivants, indemnes, en état de choc. Corbet se souvient: « Personne n'a été blessé, un miracle. Je traînais simplement mes mains sur le sol de la tente, essayant de comprendre ce qui se passait. Le sol était devenu le plafond un mur. Nous ne comprenions pas où nous allions. C'était très effrayant, car au sud de nous se trouvait le Sirte Ouest. À ce moment-là, nous étions au sommet d'une falaise de plusieurs kilomètres. Encore 10 mètres, et c'était fini. Les tentes étaient en lambeaux, mais les hommes étaient saufs. Une chance incroyable. Unsoeld se souvient. Un grand arceau se dressait comme un pylône au milieu, et un morceau de toile déchirée flottait au vent comme un drapeau. Il y avait d'énormes trous et déchirures partout dans la tente. Le matériel était éparpillé, une partie emportée par le vent. Nous n'avons jamais retrouvé certaines choses. Corbet et le Sherpa Tashi ont passé la nuit dans la tente détruite, essayant de ne pas geler. Ils se serraient l'un contre l'autre, partageant un sac de couchage. Otten s'est couché avec Hornbein et Unsoeld, c'était serré, mais plus sûr. Le lendemain matin, le vent s'est intensifié, atteignant des rafales de 160 km/h. Les éléments se déchaînaient. Les hommes gisaient à plat ventre, s'agrippant à leurs piolets pour ne pas s'envoler au-dessus de la Chine. Leurs doigts s'engourdissaient de froid, mais lâcher prise était impossible. La mort était à une rafale près. La tempête s'est enfin calmée, mais les conséquences étaient désastreuses. L'équipe de l'arête ouest avait perdu trop de matériel pour installer et équiper les 2 derniers camps prévus pour atteindre le sommet. Les cordes avaient été emportées, une partie des bouteilles d'oxygène avait disparu, la nourriture était dispersée sur la pente. Corbet dit: « Nous pensions aussi que l'arête ouest était condamnée. Cette ascension n'aurait pas lieu. C'était fini. » Mais cette nuit-là, Hornbein a imaginé un nouveau plan. Il a donné un coup de genou dans les côtes d'Unsoeld endormi et a commencé à parler. Sa voix était basse, mais insistante. Au lieu d'essayer d'installer et d'équiper 2 camps supplémentaires au-dessus du 4e, ils monteraient tous ensemble jusqu'à une altitude de 8700 mètres et y installeraient une seule tente biplace. Ce serait le camp 5. Le minimalisme poussé à l'extrême. L'équipe de soutien redescendrait, tandis que Hornbein et Unsoeld y passeraient la nuit et tenteraient de gravir les 600 derniers mètres jusqu'au sommet par un couloir abrupt de roches instables. Ensuite, ils descendraient vers le col sud et passeraient la nuit au camp 6. Une traversée par le sommet. Personne n'avait jamais fait ça. C'était un plan véritablement insensé.
Passer la nuit à 8700 mètres équivalait presque à une condamnation à mort. À cette altitude, le corps commence à mourir. Les cellules périssent par manque d'oxygène, le cerveau désactive les fonctions non essentielles. Et eux, ils prévoyaient de passer la nuit à cette altitude, de gravir le sommet, de le franchir et de redescendre par la voie classique du col sud. Et de passer une autre nuit au camp 6, également au-dessus de 8000 mètres. 2 nuits au-dessus de la zone de la mort. C'était incroyable. Un suicide à retardement. Mais à leur grande surprise, lorsqu'ils ont communiqué leur plan à Dyrenfurt par radio, celui-ci a donné son accord. La voix à la radio était calme, presque indifférente. On ne sait pas ce qui a influencé sa décision. Peut-être le fait que l'Everest avait déjà été conquis par les Américains et qu'on pouvait prendre des risques. L'objectif principal était atteint, le reste était de la responsabilité des audacieux. Ou peut-être que quelqu'un l'avait simplement convaincu. Mais l'ascension par l'arête ouest fut approuvée. Feu vert. Dans ses écrits, Hornbein a décrit avec justesse son plan comme une dernière tentative désespérée, sans exagération. Selon les normes de l'époque, l'idée de gravir 1100 mètres de dénivelé sur un terrain escarpé, inconnu et non protégé en 2 jours, le tout à une altitude supérieure à 7500 mètres, puis de redescendre par une voie inconnue, équivalait à un suicide. Personne n'avait fait une telle chose. Il n'y avait pas la technologie, pas l'expérience, seulement la volonté. Si quelque chose avait mal tourné après leur départ le 2e jour, le terrain aurait été trop abrupt. Ils n'auraient pas eu de matériel, ils n'auraient tout simplement pas eu la force de redescendre. Une seule erreur, et c'était la fin. Une fois que Corbet et les Sherpas les auraient laissés au camp 5, ils devaient atteindre le sommet ou mourir. Il n'y avait pas d'autre alternative. Cependant, en cas de succès, cette ascension entrerait dans l'histoire, pour toujours. L'équipe américaine de 1963 avait initialement prévu une ascension de style classique, mais le 22 mai, Hornbein et Unsold ont ouvert une nouvelle ère de l'alpinisme. Des ascensions audacieuses, légères et rapides en style alpin, qui allaient par la suite fortement influencer le développement de toute la discipline. La révolution a commencé ici. Dans la nuit du 21 mai, Corbet, Otten et une équipe de 5 Sherpas ont mené Hornbein et Unsweld sur une vire de 40 cm de large, située juste en dessous de la bande de grès connue sous le nom de bande jaune. La plateforme était minuscule, impossible de se retourner, un faux pas et c'était la chute. L'alpiniste Corbet se souvient. Angdorgé est monté avec une charge. Haletant, il s'est assis, a arraché son masque à oxygène de son visage, a coincé une cigarette entre ses lèvres et l'a allumée. Nous étions à 8400 mètres d'altitude. Tout le monde le regardait avec stupéfaction, fumer à une telle altitude. Mais il s'en fichait. L'équipe a aidé Hornbein et Unsweld à préparer l'emplacement pour la tente biplace. Ils ont nivelé la neige, enlevé les pierres, tendu les haubans. Et ils leur ont dit au revoir, conscients que c'était peut-être la dernière fois qu'ils se voyaient. Les poignées de main furent longues, les regards lourds. Corbet dit « Nous avons tous les 3 avoué que nous pleurions sous nos masques à oxygène. Personne ne voyait les larmes, mais tout le monde savait. » Ce soir-là, Hornbein et Unsold ont mangé une portion de nourriture prévue pour 4, une soupe de poulet au riz et des quartiers de pamplemousse. Le corps réclamait des calories, il fallait faire des réserves d'énergie. Il n'avait pas d'appétit, mais il se forçait à avaler cuillerée après cuillerée. Hornbein a écrit une lettre à sa femme qu'il ne reverrait que s'il atteignait le sommet. Il a laissé l'enveloppe dans la tente. S'il ne revenait pas, quelqu'un la trouverait. À 4 heures du matin, ils se sont réveillés. Pas besoin de réveil, leur corps savait que le moment était venu. Ils ont mangé, ont attaché leurs crampons dans l'obscurité, le métal claquait dans le froid, leurs doigts obéissaient mal. Et peu avant 7 heures, ils ont quitté le camp pour toujours. Ils ont laissé la tente telle qu'elle. Ils ne prévoyaient pas de revenir. Ils ont d'abord grimpé le couloir qui traverse la bande jaune. La neige s'effritait sous leurs pieds, les crampons griffaient la roche avec un crissement désagréable.
Là où le couloir se rétrécissait en haut, ils ont dû planter des pitons dans la roche friable. Chaque coup de marteau risquait de faire s'effondrer une partie de la paroi. Le métal s'enfonçait avec difficulté, tenait de manière précaire, mais ils n'avaient pas le choix. Vers midi, ils ont atteint les pentes supérieures de la montagne, mais se sont perdus et ne parvenaient pas à déterminer quel chemin menait au sommet. Tout autour d'eux se ressemblait, blanc, infini, hostile. Willie Unsold se souvient « La montagne est si immense et la vue depuis celle-ci est si différente quand on est en plein milieu que nous ne pouvions pas savoir si nous étions dans le couloir le plus à l'ouest ou le plus à l'est. Pas de repère, la carte n'aidait pas. » Ils ont contacté Whittaker au camp de base par radio pour savoir s'il pouvait leur indiquer la direction. La radio crépitait, la communication était intermittente. Mais ils ne voyaient presque rien à cause du blizzard qui faisait rage ce jour-là. Les nuages couvraient tout. Quand Willie Unsold a dit à Whittaker qu'ils avaient déjà dépassé le point de non-retour, Whittaker a immédiatement essayé de les convaincre de faire demi-tour et de redescendre. Sa voix était tendue, presque suppliante. L'enregistrement de la conversation dit « Hé les gars, je veux que vous réfléchissiez bien. Ça ne me plaît pas du tout. Il faut toujours avoir une issue de secours sur une montagne, vous comprenez ça. » Mais les alpinistes ont refusé de descendre, sèchement, fermement, sans discuter. Hornbein et Unsold ont décidé qu'une traversée de retour vers l'arête ouest les mènerait au sommet. L'intuition contre la logique. À 3 heures de l'après-midi, au milieu de la traversée, ils ont atteint une dalle rocheuse et se sont arrêtés pour manger du saumon fumé. Le poisson était gelé, difficile à mâcher, mais c'était de la nourriture, des calories, du carburant. Presque au même moment, à leur insu et à l'insu de tous les autres membres de l'expédition, l'équipe d'assaut qui suivait la voie classique du col sud a atteint le sommet. C'étaient d'autres alpinistes de l'expédition de Dierenfurt, Bishop et Gerstad. Ils se trouvaient 300 mètres plus haut que Unsold et Hornbein. 2 groupes sur la même montagne, ignorant l'existence l'un de l'autre. L'équipe a atteint le sommet vers 15h15 par un vent fort. Bien qu'ils aient une radio, ils n'ont pas réussi à l'allumer. La batterie était à plat, les contacts gelés. Par conséquent, Dierenfurt et les autres ne savaient pas qu'ils avaient atteint le sommet, ni même ce qui leur était arrivé. Le silence radio est toujours un mauvais signe. Selon les normes d'aujourd'hui, Bishop et Gerstad sont arrivés bien après une heure raisonnable. 3 heures de l'après-midi, c'est tard, très tard. Ne voyant aucun signe de l'équipe de l'arête ouest, ils ont pensé qu'ils avaient fait demi-tour et commençaient leur descente. Logique, qui grimperait si tard? Cependant, Hornbein et Unsold n'avaient bien sûr pas le temps de faire demi-tour. Ils continuaient d'avancer. Lorsqu'ils ont terminé la traversée de retour vers l'arête, une série de falaises rocheuses les attendait. La pente était extrême. Ils ont retiré leurs crampons, inutiles sur le rocher, ils ne font que gêner. Et ils ont commencé l'ascension. Les mains s'agrippaient aux prises, les chaussures cherchaient des points d'appui. Chaque mètre était un combat. Enfin, à 18h15, Unsold s'est arrêté et a commencé à inspecter la corde. Le tissu était usé, quelques fils étaient cassés, mais elle tenait. Dans une interview avec Bishop après l'ascension, il a décrit le moment où il a vu le drapeau que Whittaker avait planté 3 semaines plus tôt. Il raconte « Soudain, en avançant péniblement la tête baissée vers le sol, j'ai levé les yeux et, à environ 12 mètres devant moi, j'ai vu le drapeau américain, brillant sous les rayons obliques du soleil et flottant au vent. Il était enroulé une fois autour de son piquet et à peine effiloché. Je me suis figé. Je n'en croyais pas mes yeux. » Ainsi, les alpinistes avaient atteint le point culminant de la planète, le mont Everest, par l'arête ouest, une voie nouvelle et incroyablement difficile. Ils se tenaient au sommet, mais n'avaient pas le temps de célébrer. Le jour touchait à sa fin, le soleil frôlait déjà l'horizon, les ombres s'allongeaient. Et une longue descente les attendait, la partie la plus dangereuse. Atteindre le sommet est une chose, mais la plupart des accidents se produisent à la descente. La fatigue, l'euphorie, la perte de concentration, une combinaison mortelle.
Au sommet, Willie Unsold a allumé sa radio et a annoncé leur ascension. Sa voix tremblait de tension et de froid. Maynard Miller a répondu depuis le camp 2. Il était fou de joie, il criait, riait, n'arrivait pas à y croire. Mais il a immédiatement voulu savoir s'il y avait des traces de Bishop et Gjerstad, avec qui le contact était perdu et qu'on croyait égarés sur la montagne. La joie se mêlait à l'anxiété. « Oui, répondit Unsold, on distingue une faible chaîne de traces. Nous les apercevons à peine dans le crépuscule épais. Nous pouvons les atteindre. Sans elles, se souvient-il, je suis certain que nous serions descendus par la mauvaise arête. Ces traces sont devenues notre guide, le seul. » Pendant l'heure qui a suivi, le duo est descendu à l'aveugle. L'obscurité tombait rapidement, comme toujours en montagne. Ils ont descendu en rappel avec maladresse le fameux ressaut Hillary, une section verticale de 12 mètres exigeant une concentration totale. Et bientôt, ils se sont retrouvés plongés dans le noir. Un noir total, absolu. Hornbein se souvient. Willie a disparu de ma vue au col. Je lui ai crié d'attendre. Ma voix s'est perdue dans le vent. La lampe frontale d'Unsold était presque éteinte. Les piles s'épuisaient, la lumière vacillait. Et les traces avaient disparu. Il descendait sans but, trébuchant, tombant, se relevant, jusqu'à ce que Hornbein propose de changer les piles une dernière fois. Il n'en restait plus. C'était leur dernière chance. Et là, nous avons revu les traces, faibles mais visibles. Nous avons commencé à crier dans l'obscurité, et quelqu'un a répondu. Une voix lointaine, mais c'était une voix. Unsold se souvient. Pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé le signal de détresse international, 3 yodels d'affilée. Ça sonnait étrange à 8000 mètres, mais ça a marché. Nous avions presque perdu espoir, quand soudain, nous avons entendu une réponse. Quelqu'un était là. Bishop et Gjerstad étaient toujours en train de descendre. Eux aussi s'étaient perdus et étaient simplement assis dans la neige. Un mauvais signe. C'est ainsi que meurent les alpinistes. Ils s'assoient pour se reposer et ne se relèvent jamais. Gjerstad se souvient, il était environ 19h30 quand nous avons entendu leur voix pour la première fois. À un moment, nous avons pensé que nous devenions fous. Qui pouvait être au sommet de la montagne la nuit? Des hallucinations? Nous avons crié « Qui est là ?» Ils ont crié de nouveau en retour. À la 2e ou 3e fois, nous avons compris que les cris ne venaient pas d'en bas. Ils venaient d'en haut. Impossible. Hornbein a commencé à descendre dans l'obscurité en direction de la voix, mais a soudainement chuté. Son pied a glissé, son corps a été projeté dans le vide. Il a sauté d'un surplomb et a disparu dans les airs, se souvient Unsold. Nous étions reliés par une corde statique, et la secousse soudaine a failli nous briser les côtes. Le choc a été monstrueux, l'air a été chassé de nos poumons, mais je l'ai retenu. La corde s'est tendue, a vibré, a tenu. J'ai empoigné mon piolet à 2 mains, mes chaussures se sont enfoncées dans la neige. 2 heures plus tard, Hornbein et Unsold tombent sur 2 silhouettes voûtées, assises dans la neige, attendant apparemment la mort. Silencieuses, immobiles, presque mortes. Bishop et Gjerstad étaient dans une très mauvaise situation. Seuls les alpinistes se trouvaient à mi-chemin entre le sommet et le camp 6. Il était déjà 21h30, l'obscurité était totale. Ils grimpaient depuis plus de 14 heures d'affilée. Les réserves de leur corps étaient épuisées. Seul Hornbein, dont le régulateur était probablement cassé, avait encore un peu d'oxygène. Les bouteilles des autres étaient vides. Seulement de l'air, raréfié, inutile. Bishop était dans le pire état. Il tenait à peine debout, ses yeux étaient vitreux, son discours incohérent. Hornbein a sorti de la poche de sa chemise quelques comprimés de dexédrine, un médicament à base de substances aujourd'hui interdites, et en a donné un à Bishop et un autre à Gjerstad. Des amphétamines. Une dernière chance de stimuler la circulation sanguine, de reprendre conscience. Unsold se souvient. Nous marchions et marchions, trébuchant, tombant et nous relevant. Nous réveillions Barry quand il s'endormait, et il s'endormait constamment. Toutes les 5 minutes, il s'asseyait et sombrait aussitôt. Nous nous sentions comme des bêtes, mais l'instinct a pris le dessus.
et nous le giflions pour le remettre sur pied. Les claques sonnaient sourdement, mais elles fonctionnaient. Nous lui disions sans cesse « Tout le monde peut faire 100 pieds, c'est juste 100 pieds, avance, encore un peu ». Vers 1 heure du matin, ayant épuisé leur dernière force et incapables d'avancer, les alpinistes décident de bivouaquer au milieu de la montagne, sans camp, simplement s'asseoir et attendre l'aube, ou la mort. Même avec l'équipement moderne, un bivouac à plus de 8500 mètres, sans tente ni sac de couchage, ressemble à une condamnation à mort. C'est une perte quasi certaine des doigts et peut-être des mains et des pieds, à cause des gelures, si tant est qu'on survive. Une température de moins 27 degrés, le vent, l'air raréfié. Le corps commence à lâcher, le cœur ralentit, le sang s'épaissit. Bien sûr, des miracles sont connus. L'alpiniste Hermann Bull a passé une nuit debout au sommet du Nanga Parbat et a survécu, en piétinant sur place toute la nuit pour ne pas s'endormir. L'alpiniste italien Walter Bonatti a survécu à un tel bivouac à 8500 mètres lors de la première ascension du K2 en 1954, bien que son porteur de haute altitude, Amir Mahdi, qui était avec lui, ait subi de graves gelures et perdu tous ses orteils. Mais ces 4-là se trouvaient peut-être encore plus haut et en pire condition. Leur force était à bout, pas d'oxygène, pas de nourriture. Au-dessus des plaines de l'Inde à l'est, un éclair sec a zébré le ciel. Un éclat lumineux quelque part très loin en bas, dans un autre monde. Il n'y avait pas de lune. Ils auraient dû mourir, tous les 4. Mais, malgré la température de moins 27 degrés Celsius, la nuit fut exceptionnellement calme. Le vent était tombé, comme si la montagne avait décidé de leur laisser une chance, une étrange accalmie. L'alpiniste Gerstad se souvient, Willy et Tom ont trouvé un bon coin, une petite niche entre des rochers, une protection quelconque contre le vent. Barry s'est recroquevillé, et moi, je tournais en rond, sans voir où j'allais. Mes jambes bougeaient toutes seules, mon cerveau était déconnecté. Une fois, j'ai failli tomber d'une falaise en cherchant un endroit pour m'allonger. Un pas de plus, et c'était fini. Bishop s'en souvient ainsi. En fait, j'appréciais la vue chaque fois que j'ouvrais les yeux. Les étoiles étaient incroyables, brillantes, proches. J'ai essayé de bouger mes orteils toute la nuit, mais je ne savais pas s'ils bougeaient ou non. Je n'avais plus de sensation. Willy Onsold a retiré les chaussures et les chaussettes de Hornbein, rigides à cause du froid, les lacets gelés. Il a dû les couper au couteau. Il a commencé à lui frictionner les pieds, luttant contre les gelures. Ses propres mains étaient également gelées, mais il frottait, massait, essayant de rétablir la circulation. C'est probablement la seule raison pour laquelle Hornbein n'a pas perdu ses orteils. Il raconte « Je ne sentais rien, mais il a dû les masser pendant au moins 1 heure, monotonement, obstinément. Mais je ne le sentais absolument pas. Mes pieds étaient comme étrangers. » Le ciel s'est éclairci à 4h30 du matin. Les étoiles ont commencé à pâlir. Une bande de lumière est apparue à l'est. Mais les hommes sont restés sur place jusqu'à ce que le soleil se lève au-dessus de l'horizon courbe, 1 heure plus tard. Ils attendaient la chaleur, un peu de chaleur. À ce moment-là, Bishop était déjà en plein délire. Il marmonnait des choses incohérentes, ne reconnaissait pas ses camarades. Mais par un miracle quelconque, il a commencé à descendre avec les autres. Ses jambes avançaient seules, son corps fonctionnait en pilote automatique. Il dit « Je me souviens de Tom me caressant la tête, comme si j'étais un beagle. Il m'encourageait, il disait des choses, je ne comprenais pas quoi, mais ça aidait. » Willy aussi était un peu à l'ouest, dit Hornbein. Nous les avons laissés derrière nous, sans réaliser à quel point ils étaient épuisés. Nous avons tourné au coin d'un rocher, et là, Dave Dingman nous attendait. Il était assis sur un rocher avec des cordes. Il s'est avéré qu'il était parti chercher nos corps et a été très surpris de nous trouver vivants. Il avait un visage, comme s'il avait vu des fantômes.
À 22h30, après un court sommet et un thé au cassis, chaud, sucré, vivifiant, le groupe épuisé a atteint le camp 2. Environ 40 heures terribles après le début de l'ascension. 40 heures sur le fil du rasoir. Pendant la descente, Unsold a contacté sa femme Jolene par radio qui se trouvait à Katmandou à l'ambassade américaine et lui a dit « Je te le promets, ce sera ma dernière grande ascension. C'est tout, plus jamais. » Jolene a répondu « Souviens-toi de ces paroles. Cette fois, j'ai beaucoup de témoins. Je l'ai enregistré. » La plante de leurs pieds était douloureuse et durcie. La peau était noircie, couverte d'ampoules, de crevasses. Chaque pas était une souffrance. Le lendemain matin, ils sont descendus pour traverser la cascade de glace une dernière fois. Lentement, prudemment, vérifiant chaque pas. Ils se sont arrêtés sur le lieu de la mort de Breitenbach, là où le sérac l'avait enseveli 2 mois plus tôt. Bishop a dit « Eh bien, Jake, nous avons conquis cette montagne pour toi. » Sa voix s'est brisée. Ils sont restés silencieux un moment. Le corps de Breitenbach n'a été extrait de la cascade de glace qu'en 1969, 6 ans plus tard, lorsque la glace s'est déplacée et l'a rendu. Depuis le camp de base, les Sherpas ont transporté Bishop et Unsold jusqu'à Namche Bazar, d'où ils pouvaient être évacués par hélicoptère vers Katmandou. Ils marchaient lentement, s'appuyant sur des bâtons, chaque pas leur causant de la douleur. Unsold a perdu 9 orteils, Bishop les 10. Amputation. La fin de sa carrière d'alpiniste. Quel est le bilan? Cette voie, bien que 60 ans se soient écoulés depuis l'ascension, reste l'une des plus difficiles techniquement en alpinisme. Seuls quelques grimpeurs l'ont gravie, et la mortalité des alpinistes sur cet itinéraire est incroyablement élevée. Près de 50% des tentatives se terminent en tragédie. Il faut se souvenir que Hornbein et Unsold étaient les premiers à y passer, traçant eux-mêmes cette voie inconnue avec du matériel des années 60, bien que pour leur époque, leur équipement fut bien sûr très performant et innovant. Mais comparé aux normes modernes, il était primitif. Mais le premier Américain sur l'Everest, c'est lui le héros. C'est pourquoi tous les lauriers sont revenus à Whittaker, bien que, bien sûr, son ascension par la voie classique ait été beaucoup plus simple que celle par l'arête ouest, incomparablement plus simple. On parle peu de l'ascension de Hornbein et Unsold. Pour le profane, la question est simple. Qui est le premier Américain sur l'Everest? C'est à lui que reviennent tous les honneurs. L'histoire aime les réponses simples. Comme on pouvait s'y attendre, la presse n'a perçu leur exploit héroïque que comme un bonus à la réussite de Whittaker, et non comme l'événement principal de toute l'expédition, un appendice à l'histoire principale. Bien que Life et National Geographic aient fait de leur mieux pour expliquer l'importance de l'arête ouest, le grand public s'y intéressait peu. Les détails techniques n'intéressaient personne. C'est Whittaker qui est devenu le visage de l'expédition. Il a obtenu le rôle principal dans le film d'Orson Welles, Les Américains sur l'Everest. Il donnait des interviews, recevait des prix et est devenu un héros national. Cependant, au fil des ans, le livre de Hornbein, Everest, de Westridge, a gagné en popularité parmi les alpinistes. Il est devenu culte dans les cercles restreints, une bible pour ceux qui comprenaient. Dans son livre « Tragédie à l'Everest », John Krakauer a qualifié Hornbein et Unsold de ses premiers héros, ceux qui l'inspiraient à aller en montagne. Willie Unsold, malgré la promesse faite à sa femme, est parti en 1976 avec sa fille dans la chaîne du Garhwal Himalaya, en Inde, pour tenter de conquérir la montagne dont il avait donné le nom à sa fille, Nanda Devi. 13 ans après l'Everest, la promesse fut oubliée. Sa fille, Nanda Devi Unsold, est morte dans une tente d'un camp d'altitude. Elle n'avait que 22 ans. Son père et son fiancé étaient avec elle, mais n'ont rien pu faire. Mal aigu des montagnes, œdème pulmonaire, la mort est venue rapidement. Par la suite, Willie Unsold a inclus cet incident dans les conférences qu'il donnait dans les universités, nuançant souvent cet épisode sombre avec de l'humour. Un humour noir et amer, une façon de gérer la douleur. 2 ans plus tard, en 1978,
Unsold périra avec l'un de ses élèves dans une avalanche sur le mont Rainier. L'avalanche les a ensevelis à la descente. Leurs corps ont été retrouvés quelques jours plus tard. L'arête ouest de l'Everest reste encore aujourd'hui l'une des voies himalayennes les plus difficiles et le restera probablement toujours, malgré tous les progrès. La technologie change, le matériel s'améliore, mais la montagne reste la même. Au cours des 60 dernières années, seuls 17 alpinistes ont répété cette ascension, et 13 sont morts en tentant de suivre la voie de Hornbein et Unsold. Les statistiques sont cruelles. Telle est l'histoire des premiers Américains sur l'Everest et de la première traversée de l'arête ouest de l'Everest, l'une des ascensions les plus importantes de l'alpinisme, dont on parle malheureusement très peu.